Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la Taloche, hashtag la chaîne qui claque, je suis Tao. Et cette semaine on revient sur l'actualité des shows hebdomadaires du monde du catch nord-américain plus précisément. On se retrouve cette semaine avec la fameuse Sainte Trinité qui nous tient tant à cœur. C'est bien sûr Impact Wrestling, WWE NXT et AEW Dynamite. Et en fin de vidéo, je vous ferai mes petits pronostics pour le prochain pay-per-view qui arrive à grands pas, qui arrive samedi soir, je ne sais pas quand sera diffusée cette vidéo, j'espère qu'elle sortira avant le show, comme ça je pourrais faire des pronostics avant bien sûr. C'est le show AEW Double or Nothing 2020, gros show du côté de AEW qui se prépare, show qui va avoir lieu à huis clos, mais quand même un gros show. Cette semaine, comme vous l'avez sans doute compris, il n'y aura pas de NWA Power, contrairement à la semaine dernière, où NWA Power était revenu. J'ai eu un espoir infime qu'on se retrouve cette semaine avec NWA Power, ça n'a pas été le cas. Ils n'enregistrent pas de show à huis clos apparemment, hein, NWA Power, effectivement, vu que tout l'intérêt de leur show c'est le public dans ces studios d'Atlanta. Malheureusement, forcément, nous ne trouvons pas de show cette semaine. On a eu des shows qui ont remplacé, on a eu un ou deux nouvelles émissions, on pourrait dire, qui ont remplacé le NWA Power, mais je vous avoue que c'est pas des émissions très intéressantes, donc voilà, si jamais vous avez un petit peu de temps à perdre, que vous n'avez pas repris le boulot ou l'école ou que sais-je encore, n'hésitez pas à aller le voir. Mais bon, si vous avez autre chose à faire, bien sûr regardez autre chose, parce que c'est pas non plus quelque chose d'essentiel. Voilà, on commence cette semaine avec Impact Wrestling qui a eu lieu bien sûr le 19 mai, mardi soir. On est toujours le mardi, hein, du côté d'Impact. Cette semaine, on a eu toujours, comme la semaine dernière, pardon, les matchs de qualification dans le tournoi du Challenger numéro 1 au titre d'Impact. Avec tous ces tournois, je commence à vraiment me mélanger, hein. Il y en a dans tous les shows maintenant, même les shows que je review pas sur la chaîne, on a quand même des tournois. Donc cette semaine, on a eu deux quarts de finale du tournoi, comme je l'ai dit, pour déterminer le prochain Challenger numéro 1. Le show s'est ouvert avec l'un de ces deux matchs qu'on a eu cette soirée. C'est Rhino, bien sûr. Vous connaissez, hein, ECW Original. On va faire un hypofo d'un seul coup, hein. ECW Original, oui. Est-ce qu'il a gagné un titre? Oui. Bref, voilà, vous connaissez. Cette fois-ci, il devait affronter Ken Shamrock, mais malheureusement, suite à l'attaque la semaine dernière, le petit échange qu'on a eu entre Michael Elgin, Sami Callihan et bien sûr Ken Shamrock, cette semaine, il peut pas être présent. Donc, on a un remplaçant qui vient au pied levé, et qui c'est ce remplaçant? C'est Ace Austin. À mon plus grand plaisir, Ace Austin qui vient dans ce tournoi, et d'ailleurs c'est une entrée gagnante parce qu'il gagne ce match, cet affrontement, cet opener dans ce show. Il gagne contre Rhino du coup et il passe en demi-finale. À mon plus grand plaisir, c'était un très bon match. Il y a vraiment une très bonne alchimie étonnamment entre Rhino et Ace Austin. Ace Austin qui est bien sûr un poids léger, donc il arrive à bien se déplacer, à bien se mouvoir sur un ring, contrairement à Rhino qui est quelqu'un déjà d'assez âgé et qui est surtout un poids lourd, donc forcément c'est assez difficile pour lui avec son âge avancé de bien se déplacer, mais Austin arrive à très bien faire le travail, et du coup j'ai vraiment beaucoup apprécié cette confrontation. On termine ce match avec une petite tricherie d'Ace Austin bien sûr, hein, en tant que méchant bien sûr de ce match. Il en a profité, il a utilisé son fameux comment on pourrait dire, c'est son bâton de magicien qui apparaît, qui disparaît dans le dos de l'arbitre bien sûr, pour ensuite porter sa finisher. Voilà, c'était un match vraiment super sympathique, et en plus pour commencer un show, ça a très bien fonctionné sur moi. Bien sûr, comme d'habitude, hein, je vous passe un petit peu les segments, hein, tout ce qui n'est pas forcément, je vais pas dire essentiel, parce qu'il y a aussi des segments qui sont essentiels, mais des choses que j'ai pas forcément retenues plus que ça. On a une interview de Josh Matthews, bien sûr, qui est au commentaire, qui interviewait Moose, le champion TNA, bien sûr. Voilà, c'était une interview plutôt sympathique. On a bien sûr des nouvelles de Kiera Hogan, du côté de la division féminine, qui continue à faire son petit bonhomme de chemin en heel. Ça fonctionne toujours très bien. Tard dans la soirée, on a eu également le deuxième match, c'était Crazy Steve qui fait son premier match en solo depuis son retour du côté d'Impact, qui affronte Dave Christ, Dave qui était accompagné de Jake, son frère bien sûr, et de Matt Battleston qui n'est pas son frère mais qui est le leader, on pourrait dire désormais, de OVI, plus pour très longtemps. Petit spoiler bien sûr. Crazy Steve qui arrive à remporter la victoire avec ce magnifique DDT, ce springboard DDT, comment on pourrait l'appeler, voilà, saut depuis la deuxième corde DDT, et on plante la tête bien sûr en québécois. Voilà, encore une défaite du côté d'OVI. Ça, waouh, ça fait beaucoup, hein. Je me suis plaint ces dernières semaines, ces derniers mois, voire même de ces nombreuses défaites de OVI, mais cette fois-ci, ça a été
utile dans l'histoire, parce que Matt Fulton, après cette défaite, cette énième défaite, en a eu assez. Il en a eu assez, il a dit je prends mes clics et mes claques et je m'en vais. Et du coup il a bien sûr choc-slamé les deux frères Christ suite au match, voilà, parce qu'ils voulaient partir. Les deux frères ont essayé de l'en empêcher, mais malheureusement pour eux, ça n'a pas eu l'effet escompté, donc du coup il a double choc-slamé. Voilà, c'est un mot que je viens d'inventer. On choc-slam, je choc-slam, tu choc-slam, il choc-slam, nous choc-slamons, bien sûr. Avant de déchirer son t-shirt, de faire apparaître ses magnifiques tatouages et de dire je quitte le groupe. Voilà, on a du coup plus d'Ovi. On a du coup les frères Christ qui sont de retour en tag team, et Matt Fulton qui va sans doute faire son petit bonhomme de chemin en solo, et ça va me faire très très plaisir. On a eu TJP, pas TJP bien sûr, TJP et Falaba qui ont fait équipe cette fois-ci contre Team XXL, Triple XL, AC Romero et Larry, que je n'arrive toujours pas à apprécier. Heureusement pour moi, c'est TJP et Falaba qui ont remporté cette victoire. Voilà, ça m'a fait plutôt plaisir. Ça a été bien mené, hein, une magnifique équipe avec Falaba et TJP qui commencent à avoir vraiment des mouvements en équipe qui commencent à très très bien marcher avec moi. J'étais vraiment pas du tout chaud à la base, mais là forcément ça commence à être bien, j'espère. J'espère qu'on va peut-être avoir une fin de programme contre The North qui va avoir lieu bientôt. Bien sûr, une fois que The North seront de retour, d'ailleurs ils reviennent la semaine prochaine dans le programme. Peut-être voilà, une fin d'histoire pour cette rivalité qui malheureusement a été un petit peu oubliée. Le championnat TNA bien sûr qui est remis en jeu par Moose. Cette fois-ci il raffronte comme la semaine dernière Suicide dans un match qui était quand même sympathique comme la semaine dernière d'ailleurs. Suicide qui a fait preuve de bonne volonté, hein. Il en a mis un petit paquet dans Moose. À quelques moments on a commencé à douter, et du coup voilà, c'est Moose quand même qui remporte la victoire en trichant. Voilà, il porte un petit roll-up et il essaye d'utiliser le slip pour faire le tomber. Malheureusement Suicide n'a pas de slip, donc du coup il a tiré sur rien du tout. Voilà, il aurait pu utiliser la ceinture, mais ce n'a pas été le cas. On a toujours Michael Elgin qui renforce toujours le fait qu'il devienne le grand méchant, on pourrait dire, du côté d'Impact. Il parle des agissements qu'il a fait la semaine dernière, le fait qu'il ait blessé Ken Shamrock, à mon plus grand plaisir. Merci à toi Michael Elgin, c'est peut-être l'une des seules fois où je vais te dire merci. Mais en tout cas, merci Michel Elgin. Voilà, on a eu Jody Swinger qui était en coulisses, il parlait vite fait avec Chris Bay, le nouveau venu depuis maintenant 2-3 semaines maintenant, qui fait des bonnes prestations, j'en ai déjà parlé dans mes anciennes critiques. Chris Bay que j'apprécie beaucoup, on va entendre parler de lui juste après parce qu'on a un match entre Willie Mack et Johnny Swinger pour le titre X Division. Je vous avoue que j'étais un petit peu déçu hein, quand même quand on voit cette affiche. Voilà, sinon c'est pas un match non plus assez transcendant, c'est très très rapide, hein, c'est fait vraiment pour mettre Willie Mack en avant, et juste après bien sûr Johnny Swinger en méchant il attaque directement Willie Mack dans le dos, et il est rejoint par Chris Bay qui l'attaque également. Donc du coup on a une sorte d'alliance entre Johnny Swinger et Chris Bay contre Willie Mack pour le titre X Division. Voilà, donc on passe, je vais un petit peu parler de ce point parce que pour moi malheureusement c'est un point faible, comme je le faisais d'ailleurs dans mes magnifiques critiques en 5 points il fut un temps sur la chaîne. C'est un point faible pour moi ce qui se passe du côté du titre X Division. Willie Mack ça peut être un très très bon champion, mais force est de constater que si on le met contre des catcheurs qui, en tout cas pour ma part, hein, ne m'intéressent pas, et ben je trouve qu'il dégage pas tant de charisme que ça. Donc pour l'instant je suis un petit peu déçu. Est-ce que c'est un programme pour remettre dans les shows tout simplement son coéquipier Rich Swann? Peut-être bien, mais en attendant ça ne me donne vraiment pas envie. Johnny Swinger c'est un catcheur pour moi qui est du comédie, donc j'arrive vraiment pas à le prendre au sérieux dans un match comme ça. Et Chris Bay, même si j'apprécie beaucoup ce qu'il a fait, je trouve que c'est peut-être un petit peu tôt pour lui, et surtout cette association entre Johnny Swinger et Chris Bay pour moi ne fait littéralement aucun sens. Donc je suis mitigé, j'attends de voir la suite. Je pense que ça va faire quand même des matchs très sympathiques, mais je suis quand même très très mitigé des protagonistes dans ce programme là, et surtout on passe de Ace Austin contre Willie Mack à Jody Swinger contre Willie Mack, et ça fait quand même assez mal. Voilà, on a des nouvelles encore une fois hein, de The North qui sont toujours chez eux au Canada. Ils parlent d'un petit peu tout ça, et ils parlent également de leur retour qu'ils vont faire la semaine prochaine contre Cody Deaner, donc la tête de cousin Deaner, et il va choisir son adversaire. Donc voilà, il pourra choisir son adversaire, son coéquipier, pardon, j'ai dit son adversaire pas du tout, son coéquipier.
Donc voilà, la semaine prochaine, du coup, on aura The North de retour contre Cody Deaner et un partenaire mystère. On aura également les demi-finales du tournoi pour déterminer le challenger numéro 1 au titre d'Impact. Et du coup, en parlant de ce tournoi, on a les quarts de finale qui est le main event, le dernier quart de finale. C'est Michael Elgin, bien sûr, Michel Elgin contre Sami Callihan. Voilà, un affrontement qui était plutôt très sympathique. J'ai vraiment apprécié la performance des deux catcheurs, des deux protagonistes. Ils ont vraiment mis le paquet, les coups qui claquent. Ils ont réussi à composer avec le fait qu'il n'y a pas de foule quand même. Et ça a très bien fonctionné pour moi. Sami Callihan qui a clairement un look à l'ancienne, on va dire. Voilà, il avait changé un petit peu de personnage depuis son retour, des choses comme ça. Mais là, j'ai l'impression de voir le Michael Elgin, pas du tout. J'ai l'impression de voir le Sami Callihan il y a quelques années, avec sa petite queue de cheval, tout ça. Et voilà, donc du coup, il perd cette confrontation. Michael Elgin qui passe du coup aux demi-finales. Et je suis déçu pour Sami Callihan forcément, et je ne sais pas ce qu'ils veulent nous raconter avec Sami Callihan. Voilà, je ne sais pas ce qu'ils veulent nous dire, qu'est-ce que c'est que l'histoire, qu'est-ce que ça veut raconter, comme dirait un grand homme. Je ne sais pas, je ne comprends pas vraiment. Et malheureusement, j'ai bien peur qu'ils ne veulent rien nous raconter avec Sami Callihan. Donc voilà, grosse défaite pour moi qui est étonnamment, pour moi, une défaite plus importante que celle qu'il avait eue contre Ken Shamrock pour le petit Sami, qui malheureusement, voilà, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas trop de programme et qu'ils veulent quand même le mettre parce que c'est sans doute le catcheur actuellement Impact à suivre. On passe au show suivant, le show WWE. On est toujours à la Full Sail University, toujours à huis clos bien sûr. On a un programme qui est plutôt chargé, que j'ai plutôt apprécié dans sa globalité. On commence d'ailleurs avec des hommages à Chad Gaspard. À l'heure où je tourne du coup cette vidéo, on a appris son décès officiel, hein, on a retrouvé malheureusement son corps. Donc j'aimerais également faire une petite parenthèse pour Chad Gaspard, qui est un catcheur que j'ai apprécié. C'est assez difficile hein, de parler de lui au passé, mais c'est vraiment un catcheur que j'appréciais énormément. C'est pour ce genre de catcheur que je suis devenu clairement fan de catch hein, à l'époque quand il était à Monday Night Raw avec JTG. C'était vraiment une période que j'ai vraiment beaucoup apprécié. C'est un catcheur qui également personnellement m'a touché dans son combat pour l'égalité des races, on pourrait dire des couleurs plus justement. Voilà, entre les gens, je pense que vous avez tous vu cette vidéo qui était partagée sur les réseaux sociaux, qui a été du coup repartagée maintenant dans ces circonstances du coup de Chad Gaspard et de MVP, qui regardait le WrestleMania de l'année dernière, où on a vu du coup Kofi Kingston remporter la victoire contre Daniel Bryan et devenir champion de la WWE. Voilà, donc un afro-américain qui devient champion de la WWE, c'est très rare, et du coup on voyait l'émotion sur le visage de MVP et de Chad Gaspard qui était clairement ému, hein. Voilà, ils ont même pleuré, et je peux les comprendre parce que c'est un événement qui est fort quand on connaît un petit peu l'histoire des États-Unis de manière globale, et surtout des Noirs américains dans ce contexte-là. Voilà, c'est quelque chose qui me touche beaucoup parce que, bon, pour ceux qui le savent peut-être, je suis quelqu'un de métissé, donc je connais un petit peu le sentiment d'être un petit peu mis de côté. Après, ça c'est une histoire personnelle. Je comprends que la plupart d'entre vous ne comprennent pas forcément, ou alors ne sont pas forcément investis derrière ça, mais c'est juste pour dire que voilà, c'est quelque chose qui me touche moi particulièrement plus, ou en tout cas les gens, j'imagine, de ma couleur de peau. Mais voilà, je voulais juste placer très rapidement un hommage à Chad Gaspard, qui est quelqu'un que j'appréciais vraiment énormément, et que j'admirais, qui était pour moi quelqu'un, un grand homme, voilà, un grand homme, et qui même avant de se sacrifier, on pourrait dire, a prouvé qu'il était un grand homme et un grand père. Voilà. On passe sur une note un petit peu plus joyeuse maintenant. On passe du côté d'NXT, même si ça a commencé pas forcément avec les gens les plus joyeux. Karrion Kross, bien sûr, hein, l'ancien Killer Kross, toujours accompagné de sa femme Scarlett, a battu un jobber très rapidement. C'est pas ça le plus important dans cette histoire, c'est surtout le fait que Tommaso Ciampa soit venu juste après.
il a pris le micro, il a un petit peu confronté les deux en leur disant que maintenant, voilà, ils étaient contents, ils l'avaient attaqué et maintenant ils sont de retour. Enfin, en tout cas, ils sont les bienvenus dans le main event, comme le dit lui-même Tommaso Ciampa. Et du coup, il le challenge pour un match à NXT TakeOver in Your House. Chose d'ailleurs dont j'ai oublié de parler la semaine dernière. J'ai totalement oublié le point que Triple H, Shawn Michaels et le Road Dogg Jesse James avaient annoncé ce takeover, ce pay-per-view pour NXT qui va avoir lieu en juin, début juin, il me semble, donc très très bientôt. Et du coup, on a le premier match officialisé pour ce NXT TakeOver in Your House. Tommaso Ciampa contre Karrion Kross, toujours accompagné de Scarlett, j'imagine. On passe au tournoi suivant, encore un tournoi. Le tournoi pour déterminer, attention, celui-là c'est le plus dur, c'est le tournoi pour déterminer le champion par intérim poids léger de NXT. Est-ce que je l'ai bien dit? Je ne sais pas, dites-le, bien sûr, dans les commentaires et près de chez vous. El Hijo des Fantasma affronte Akira Tozawa et le bas. Voilà, c'est une bonne victoire pour El Hijo del Fantasma. Catcheur que j'apprécie, mais je le dis à chaque fois qu'on le croise, hein, qu'on le voit du côté de NXT. Bien sûr, c'était une victoire que j'ai trouvée très très bonne, un match que j'ai trouvé très très bon. Akira Tozawa qui a fait un gros tournoi, hein, vraiment... il a prouvé que c'était un catcheur peut-être un petit peu sous-estimé du côté de WWE. D'ailleurs, je vous invite, pour ceux qui ne connaissent pas forcément la carrière d'Akira Tozawa et qui ont bien apprécié durant ce tournoi, d'aller voir ce qu'il faisait à l'époque de la Dragon Gate. Voilà, parce que c'était un très très bon élément du côté de la Dragon Gate, même du côté de l'indépendant, hein, aux États-Unis, il a fait des très très bonnes performances. D'ailleurs, c'est grâce à Akira Tozawa, on pourrait dire que j'ai connu à l'époque Ricochet du côté de la Dragon Gate, dans des matchs en équipe qui étaient fabuleux. Voilà, on parle de ce qui s'est passé également avec Timothy Thatcher et Matt Riddle la semaine dernière. Voilà, ils se challenge un petit peu et on apprend que la semaine prochaine, on aura un match en cage. Un match en cage entre Timothy Thatcher et Matt Riddle, et la seule façon de gagner, ça sera soit par KO, soit par abandon. Et ça, c'est très très cool. On renforce encore une fois le côté MMA, le côté brut de Timothy Thatcher qui va du coup combattre dans cette cage d'acier. Voilà, on passe aux choses un petit peu moins sympathiques. C'est Mia Yim qui affronte Santana Garrett. Heureusement, c'était pas un match très très long. Victoire logique de Mia Yim avec sa finish que je n'apprécie pas du tout. Hein. C'est voilà, le genou dans la nuque. Je préférais le hit defeat. Hein. Donc voilà, quand l'adversaire, pour un petit peu expliquer la finish dont je parle, peut-être que vous le voyez pas trop chez vous, mais la finish que j'aimais bien, c'était d'ailleurs l'ancienne finish de Gail Kim à l'époque de WWE, même du côté de la TNA, elle portait cette finish. C'est quand voilà, on tourne autour du bras, on met son pied en dessous du menton de l'adversaire et en tombant, bam, forcément recule directement dans la tête. Je trouvais ça très très joli. Malheureusement, elle l'a changé pour une version un petit peu Eco Plus, donc voilà, très déçu. La chose importante dans ce match, c'est plutôt l'après-match, c'est bien sûr le couple Gargano Larray. Voilà, Johnny Gargano et Candice LeRae qui viennent un petit peu confronter Mia Yim, voilà, en mode on est chez nous, on fait ce qu'on veut. Bien sûr, vous n'êtes pas sans savoir que Mia Yim est en couple avec un beau bébé. Le beau bébé, c'est bien sûr Keith Lee. Et si vous entendez des sirènes, bien sûr, c'est parce que j'habite dans le Bronx. Voilà, je suis un Bronxois, bien sûr. Voilà, donc on a Keith Lee qui arrive rapidement pour défendre sa dulcinée et qui arrive à faire fuir Candice LeRae et Johnny Gargano. Donc bien sûr, on part sur un programme de couple. Voilà, un 2 contre 2 couple. Keith Lee, qui à défaut de défendre son titre nord-américain, défend sa copine. Voilà. Pas grand chose à dire de plus, je pense pas m'attarder tout de suite hein, sur ce programme là, j'ai pas trop d'avis pour l'instant, mais voilà, peut-être que ces prochaines semaines, au fur et à mesure de l'avancée de l'histoire, peut-être que je vais un petit peu me prononcer, mais pour l'instant je trouve que c'est un petit peu trop tôt, peut-être pour se prononcer, c'est pas vraiment quelque chose qui m'attire plus que ça, mais c'est pas non plus quelque chose qui me donne pas envie, donc à voir. Voilà, on a la suite du tournoi poids léger. C'est un peu plus tard dans la soirée, mais on tease un petit peu avec Drake Maverick, avec toute son histoire bien sûr, son licenciement, tout ça. On joue sur la corde sensible, des choses que je n'apprécie pas particulièrement, donc on verra ça un petit peu plus tard. Match par contre qui lui m'intéresse beaucoup plus, c'est Roderick Strong contre Dexter Lumis. Voilà, je suis un grand fan de Dexter Lumis déjà.
depuis la TNA, parce qu'il a commencé à la TNA, le bougre, sous le nom de Samuel Shaw, Sam Shaw ensuite. Il avait été associé avec Mr. Anderson, l'ancien Mr. Kennedy du côté de WWE, et j'avais tout de suite apprécié. Voilà, je le connais, la première fois qu'il est apparu à la TNA, il me semble que c'était à TNA Hardcore Justice 2011, ou 2010, voire même, en larbin, en sbire de Raven. Voilà, il a fait un passage éclair très rapide, même chez vous, je pense que vous vous rappelez même pas de lui, mais à cette époque-là, étonnamment, moi j'étais tombé un petit peu en admiration devant ce mec qui a fait une apparition littéralement de 1 minute et demie, et du coup j'avais un petit peu suivi ce qu'il faisait, et j'étais tombé sur ce mec qui s'appelait Samuel Shaw, et qui avait été signé par la TNA, donc j'ai suivi un petit peu son parcours depuis, donc du coup je suis très très content qu'il soit du côté de NXT. Affrontement contre Roderick Strong qui s'avérait très très sympathique. L'important surtout dans cet affrontement, c'est ce qui se passe autour, c'est Undisputed Era contre Velvet Dream Lumis, on pourrait dire, là, cette association très étrange que j'apprécie beaucoup, que j'ai déjà encensé à de nombreuses reprises ces dernières semaines. Voilà, on a bien sûr des interventions qui arrivent. Velvet Dream qui essaye de protéger un petit peu Dexter Lumis à l'extérieur. Malheureusement pour Dexter Lumis, il va perdre ce match. Voilà, c'est dans le titre. Hein, voilà. Et bien sûr après on a une sorte de bagarre où Velvet Dream défend son copain. Dexter Lumis, avec un magnifique plan d'ailleurs, ce magnifique que vous avez vu sans doute chez vous, ce magnifique diving elbow à l'extérieur directement sur Adam Cole, avec un plan coupé à la Zub, on pourrait dire, comme on dit chez moi, à la Zub. On voit clairement que ces deux plans qui ont été mis l'un après l'autre alors qu'ils n'ont pas du tout été tournés au même moment, et d'ailleurs le mouvement de Velvet Dream le prouve. Et voilà, je trouvais ça marrant. Voilà, c'est clairement, je pense pas que ça soit voulu d'être un petit peu kitsch, mais ça a été rendu kitsch et je me suis bien marré. Voilà, je trouvais ça très marrant. Et bien sûr, les méchants, les Undisputed Era qui partent après ça en ayant un petit peu peur de Dexter Lumis et de Velvet Dream. Association que j'adore vraiment beaucoup, hein. Je l'ai déjà dit ces dernières semaines, mais je le redis cette semaine. C'est vraiment une association étrange qui ils ont rien en commun tous les deux, et pourtant je trouve que ça passe très bien. Dexter Lumis, qui je pense s'est attiré beaucoup de fans peut-être avec ce show, avec ce match, parce qu'il a un personnage très très marqué qu'il maîtrise très très bien, parce qu'il l'utilisait déjà du côté d'Impact, donc ça fait déjà de nombreuses années maintenant qu'il connaît un petit peu ce personnage, et il a très bien prouvé durant ce match, durant même la confrontation d'après-match, et j'ai trouvé ça très très cool. Voilà, donc ça sera sans doute d'ailleurs la miniature de ce podcast, parce que le fait que Dexter Lumis attrape, il me semble que c'était Roderick Strong, ou peut-être Bobby Fish, directement à l'extérieur, et qu'il l'évanouisse, j'ai trouvé ça très très cool à voir. C'est les belles images de WWE qu'on apprécie beaucoup voir, c'est très cinématographique et j'apprécie vraiment beaucoup. Un match que malheureusement je n'ai pas apprécié plus que ça également, c'est Oney Lorcan et Danny Burch qui affrontent Everrise, les Québécois qui ont déjà joué les jobbers du côté de WWE quelques fois maintenant, depuis le début du confinement. Donc du coup voilà, on a une confrontation très rapide, Oney Lorcan et Danny Burch qui remportent la victoire. Malheureusement ça ne m'attire pas. Voilà, Oney Lorcan et Danny Burch, ça m'en bouge une sans faire toucher l'autre, toucher l'une sans. On peut avoir une personne 1000 fois, mais pas 1000 fois. Attendez. Enfin bref. On retourne du coup du côté de ce tournoi pour déterminer le champion par intérim poids léger de NXT. Drake Maverick qui affronte Kushida. Match qui était très très sympathique. Voilà, ça s'est terminé un petit peu en autre boudin, on pourrait dire. Donc la fin du tournoi, la fin du match, c'est Drake Maverick qui remporte la victoire contre Kushida, un petit peu à la fourbe, mais parce qu'il il a contré une prise, hein. On est dans les règles de l'art du catch. Et du coup, on se retrouve avec une égalité entre les 3 catcheurs, entre Kushida, Drake Maverick et le dernier c'est Jake Atlas bien sûr. Donc voilà, on se retrouve avec ce bloc B, il me semble que c'est le bloc B ou le bloc A, qui se retrouve avec 3 personnes en tête. Donc du coup, la semaine prochaine, bien sûr, on va avoir un match à 3. Voilà, c'est annoncé par William Regal lui-même. La semaine prochaine, un match à 3 pour déterminer qui du coup remporte ce bloc et qui affrontera plus tard El Hijo del Fantasma pour la ceinture poids léger de NXT intérimaire. Voilà, si j'ai bien résumé
tout ce qui se passe du côté de ce tournoi. On passe au main event, le main event tant attendu pour ma part, de catcheuses que j'apprécie énormément et que si vous êtes, j'imagine, fan de catch comme moi, vous appréciez sans doute également les personnages et les performances des deux catcheuses. C'est Io Shirai, j'ai crié là d'un coup, je suis désolé, Io Shirai contre Rhea Ripley dans un match très très sympathique. Je vous invite vraiment à aller voir. Malheureusement pour nous, ça s'est terminé avec une disqualification. Charlotte Flair est venue, elle a attaqué Io Shirai, elle a ensuite attaqué Rhea Ripley, donc forcément on se retrouve avec les deux catcheuses à terre et Charlotte Flair debout toute seule sur le ring, last woman standing, avec la ceinture d'NXT, championne féminine toujours. Donc voilà, c'est une fin de show. J'imagine bien sûr qu'on va partir sur un programme A3 autour de Charlotte Flair, Io Shirai et Rhea Ripley. C'est le programme en tout cas qui a l'air d'être le plus juste et qui est sans doute le plus intéressant, j'ai envie de dire, même si j'adore les confrontations 1 contre 1. Mais là voilà, on s'est retrouvé avec un très très bon main event pour ma part, j'ai vraiment beaucoup apprécié. Et une fin qui était certes prévisible, mais qui est toujours très très cool. Voilà, on se retrouve un petit peu dans une configuration assez similaire à ce qui s'était passé quand Charlotte Flair était championne à Monday Night Raw et que du coup qu'elle frappait ses potentiels adversaires. Il me semble que c'était contre Ronda Rousey et Becky Lynch, c'était un petit peu similaire, mais moi j'avais bien apprécié. Et j'apprécie toujours là, parce qu'on est quand même des catcheuses qui, sans vouloir manquer de respect, Ronda Rousey et Becky Lynch sont quand même d'un très très gros calibre. On passe au show suivant à AEW Dynamite avant de passer à mes pronostics, hein, c'est pour ça que je finis avec AEW Dynamite cette semaine, pour ensuite pouvoir enchaîner avec les pronostics. AEW Dynamite du coup du 20 mai, toujours le mercredi soir la guerre, du mercredy soir la baston comme diraient mes confrères. Cette semaine on était toujours du côté de la Floride, on était dans ce fameux Daily Space, je sais plus comment ça s'appelle, bref, on était du côté de l'AEW, chez l'AEW même. Avec un opener directement, on rentre directement dans le sujet, c'est Jon Moxley contre Ten. Bien sûr, Ten c'est pas le nouveau surnom de Shawn Spears, c'est le 10e membre du Dark Order, le 10e million apparemment comme on dit, qui a affronté du coup Jon Moxley, bien sûr. Victoire de Jon Moxley très logique, comme je l'ai dit juste avant. Juste après, Jon Moxley attaque bien sûr Ten pour un petit peu voilà, le faire servir d'exemple. On continue à teaser ce qui s'est passé du côté de cette réalité du côté d'il y a 2 semaines, hein, de l'attaque de Brody, de Monsieur Brody même on pourrait dire, contre Jon Moxley, et du coup du match qui va avoir lieu ce samedi à Double or Nothing. Voilà, construction certes simple mais efficace, voilà, on n'a pas besoin de plus, hein, c'est vraiment le catch parfois quand c'est simple c'est efficace, et là ça a été simple et efficace. Voilà, on a eu MJF qui était toujours accompagné de Wardlow, qui a affronté cette semaine Mark Austin, voilà, gros calibre Mark Austin je le rappelle, voilà, par abandon, il a gagné par abandon, bien sûr, MJF a gagné par abandon avec ce armbar, voilà, pas grand chose à dire de plus, hein. Après ça, on a eu Luchasaurus et Jungle Boy qui sont un petit peu venus sauver Mark Austin parce qu'il commence à se faire attaquer. Et voilà, pas grand chose à dire de plus, on continue ce programme autour de MJF et Wardlow contre le Jurassic Express. Pas grand chose de plus, voilà. On a eu la fameuse promo dont on devait avoir lieu entre Arn Anderson et Jake the Snake Roberts. Bien sûr, hein, Arn Anderson qui représente Cody et Jake the Snake Roberts qui représente Lance Archer. Pour cette confrontation qui va avoir lieu ce samedi, du coup à Double or Nothing pour le titre TNT. Le premier champion TNT sera couronné, bien sûr. On remercie Mike Tyson qui sera ici pour présenter le titre et pour couronner son autre champion. Merci à lui de travailler même en temps de crise, on pourrait dire. Voilà, bravo. Je vais pas vous parler forcément de la promo parce que c'est surtout voilà, c'est du très efficace, c'est deux légendes qui s'insultent un petit peu pour représenter leurs clients. Pas grand chose à dire au plus, du classique efficace comme on fait depuis le début apparemment de ce show, classique efficace. On a des nouvelles de Pac, le bâtard Pac, qui est de retour. Il y a une bonne promo faite depuis chez lui, depuis l'Angleterre, très bonne promo, voilà, où il provoque un petit peu les best friends, Orange Cassidy, tout ça. Donc on continue le programme, j'imagine, autour de cette rivalité avec le... comment il s'appelait déjà avant ce confinement? Voilà, on les a vu 2 semaines avant le confinement. C'est bien sûr l'association entre Pac, Rey Fenix et Pentagon Junior. Je ne sais plus du tout comment il s'appelle. Dites-le en commentaire. N'hésitez pas à le dire en commentaire. Et du coup, les best friends, Orange Cassidy, Trent et Chuck Taylor.
on continue de s'arrêter avec cette promo de Pac qui était très très bien menée. D'ailleurs, j'ai vraiment beaucoup apprécié cette promo. D'ailleurs, la plupart des promos de Pac du côté de la AEW fonctionnent très très bien. D'ailleurs, on continue sur ce programme avec un match entre Rey Fénix et Orange Cassidy. Bien sûr, un petit peu pour se venger de ce qui s'est passé la semaine dernière, ce fameux kick de Rey Fénix directement dans la tête d'Orange Cassidy. Vous l'avez tous vu, j'imagine, sur Twitter. Magnifique kick de Rey Fénix, voilà, qui est clairement un ninja. Cette semaine, du coup, il affronte celui qui l'a frappé. Et c'était un match qui était quand même assez sympathique, j'ai beaucoup apprécié. Je commence à avoir du mal avec Orange Cassidy depuis qu'il n'y a pas de public, parce que la grande force d'Orange Cassidy, c'est forcément le public, et sans public, c'est très difficile, je trouve. Mais là, j'ai trouvé ça assez sympathique, ça s'est bien mené. Orange Cassidy qui est passé en mode serious business, c'était très très cool aussi. C'est quand même une victoire de Rey Fénix, on va pas se mentir, il n'y a pas trop de surprise non plus. Mais c'était quand même très très cool. Bien sûr, après, on a les membres du Casino Battle Royale qui viennent pour intervenir. Voilà, on prépare bien sûr le pay-per-view. Et ça se finit bien sûr avec des dives à l'extérieur. Tout le monde saute sur tout le monde. Rey Fénix qui passe à deux doigts de mourir, comme d'habitude, vous connaissez les What He Buys. Et Orange Cassidy qui finit par faire un suicide dive sur tout le monde à l'extérieur. C'est même pas un suicide dive, hein, c'est qu'il est jeté. Concrètement, il est jeté par ses confrères. Donc bien sûr Trent et Chuck Taylor, il est jeté directement sur ses adversaires à l'extérieur. Et voilà, c'est grosso merdo ce qui s'est passé. Et voilà, on tease bien. Comme un petit peu le fil rouge d'ailleurs de cette soirée, comme d'habitude, c'est du simple et efficace qui fonctionne très très bien. Du coup, j'ai vraiment bien apprécié cette confrontation de manière globale. Et l'après-match, c'est vraiment, il est vraiment ici pour nous donner envie de regarder le Casino Ladder Match, qui va être sans doute un très très bon match. J'ai hâte de le voir pour le coup. Voilà, on continue avec la division féminine. Forcément, comme je le disais la semaine dernière, des Fatal 4-Way, voilà, on en a eu plusieurs du côté de la division féminine. Mais cette fois-ci, ils ont un petit peu innové. Au lieu de mettre 4 femmes les unes contre les autres, elles ont mis 4 femmes, mais en équipe. Donc du coup, on a un 2 contre 2, c'est Nyla Rose et Dr. Britt Baker, les deux heels, les deux méchantes du côté de la AEW, qui font équipe contre Hikaru Shida et Chris Statlander. Vous avez vu, je l'ai bien dit, coucou Ingrid. Voilà, j'ai vraiment apprécié ce match qui était très sympathique, qui met surtout en place ce qui va se passer. C'est une victoire de Nyla Rose et de Dr. Britt Baker après un Nyla Bomb, un Beast Bomb. Voilà, donc c'était simple et efficace. Pas grand chose à dire de plus. Juste après, Nyla Rose essaye d'attaquer Hikaru Shida. Malheureusement, Chris Statlander, qui la raye le sang de la veine, la protège Hikaru Shida juste avant que Nyla Rose saute depuis la deuxième corde directement sur Hikaru Shida qui était sur une table. Et bien sûr, Hikaru Shida se relève, en profite pour faire une magnifique superplex à travers la table. Voilà, on continue le programme, on annonce des choses. Dr. Britt Baker qui va sans doute partir contre Chris Statlander, pardon. Et Nyla Rose contre Hikaru Shida, mais ça a déjà été annoncé pour le titre féminin de la AEW. D'ailleurs, le titre qui devrait changer, je le rappelle, qui est toujours aussi immonde. On a Shawn Spears qui vient apparemment Wade Barrett, parce que Shawn Spears reprend un petit peu ce concept de Bad News. Il présente un journal télévisé qui s'appelle le Shawn Spears News, SSN. Voilà, heureusement que c'est pas autre chose, genre Shawn Spears spécial, parce que là, on serait très mal barré et peut-être censuré du côté de la France. Voilà, grosso merdo, il parle de ce qui va se passer, des news, voilà, c'est forcément le nom de son émission. Et il annonce également qu'il va affronter Dustin Rhodes du côté de Double or Nothing. Donc voilà, il fait même les matchs lui-même, apparemment, bravo à lui. Apparemment Cody est d'accord pour que Shawn Spears affronte son frère. Merci à toi Cody, ouais, à moins que ça soit peut-être l'un des Young Bucks d'ailleurs qui a accepté ce match, je ne sais pas trop, on verra ça plus tard. Et enfin, le main event de cette soirée, c'est Matt Hardy contre Sammy Guevara. Alors sur l'affiche, c'est très très étrange de voir ça. Et pourtant, ça a bien fonctionné, j'ai vraiment bien apprécié ce qui s'est passé. Voilà, c'est un match clairement qui met en place encore la rivalité entre le Inner Circle et l'Elite. Matt Hardy qui sert un petit peu de remplaçant à Eggman Page. Et d'ailleurs, en parlant d'Eggman Page, c'est Eggman Page qui est revenu ce soir. Pour revenir au match très rapidement, Matt Hardy a remporté ce combat avec un dévastateur twist of fate sur Sammy Guevara qui s'est planté tel un arbre directement sur le ring. J'ai vraiment beaucoup apprécié. Et voilà, du coup, on a continué avec une confrontation juste après. Le Inner Circle qui est venu pour un petit peu attaquer Matt Hardy et tout ça. Et bien sûr, s'ensuit une bagarre. Kenny Omega qui essaye de sauver son ami de quelques semaines maintenant. Et du coup, il commence à se battre directement
dans le stade, dans le magnifique stade de Jacksonville, bien sûr qui est juste à côté de leur partie de l'arène, parce qu'ils sont en fait c'est dans le même lieu en fait, l'arène de la W et le stade de football américain bien sûr de Jacksonville, Floride. Donc du coup on commence à partir sur le stade, on commence à se mettre des bonnes balles, comme on pourrait dire, directement près du poteau de la zone de but, comme on pourrait dire, voilà. Oui, je suis un professionnel en football américain, ne me remerciez pas. Et bien sûr, voilà, la bagarre, les méchants prennent l'avantage parce qu'ils sont plus nombreux. Et les Young Bucks qui apparaissent et qui sautent directement depuis la foule, enfin depuis les gradins, directement sur les méchants. Malheureusement, ça continue à mal se passer pour l'élite. Et on voit qui arrive de très loin, qui court au milieu du stade. C'est Eggman Page qui arrive en faisant une magnifique lariat sur Jake Hager. Il enchaîne ensuite en tabassant Jericho et ensuite les autres membres du Inner Circle, Ortiz et Santana. Et du coup, le Inner Circle préfère fuir, ils prennent la fuite, les bougres. Et on termine ce magnifique show avec l'élite qui prend la pause. Et malheureusement, Eggman Page, qui malgré le fait qu'il soit confiné depuis un moment, repart directement. Voilà, il n'a pas envie de célébrer avec les Young Bucks, avec Kenny Omega, avec Matt Hardy. Il décide du coup de partir. Juste, voilà, il part bredouille. Et les 4 personnes restantes prennent la pause pour la photo finale. Voilà, la photo finish. Voilà, un show AEW dynamique que j'ai plutôt apprécié d'ailleurs. Je l'ai plus apprécié, je pense, que le show WWE NXT qui était assez sympathique. Mais voilà, c'est vraiment, comme on dit dans les termes du catch, c'est un go-home show. Manière un petit peu triviale, on va dire, de dire que c'est le show juste avant le gros pay-per-view. Donc le show qui sert vraiment à mettre de la hype, à teaser, à donner envie en français de regarder le pay-per-view qui va avoir lieu dans quelques jours. Et c'est d'ailleurs parfaitement ce qu'a fait ce show. Et d'ailleurs, de manière globale, je trouve que c'est un bon show même en tant que tel. Donc c'est vraiment très très sympathique. On passe à mes pronostics. Pour terminer cette vidéo, c'est mes pronostics pour Double or Nothing. Vu qu'on a eu le dernier show, le Go Home Show, hein, bien sûr, je peux désormais me faire les pronostics pour Double or Nothing, parce qu'on a tous les matchs qui sont annoncés. Donc du coup, je vais vous faire peut-être dans le mauvais ordre. Veuillez m'en excuser si c'est pas du coup dans le bon ordre. On commence avec un match qui sera en buy-in, comme ils disent, hein, du côté de AEW, donc dans le kick-off. C'est les private parties qui sont de retour. Ils ont fait quelques matchs du côté de AEW Dark, qui vont affronter du coup les best friends Chuck Taylor et Trent pour déterminer les prochains challengers numéro 1 au titre AEW. Bien sûr, vous aviez oublié qu'il y avait un titre par équipe à la W, et ben il y est toujours, mais il n'y aura pas de match pour le titre. Il y aura un match pour déterminer les challengers numéro 1 pour le titre. On a eu du coup l'annonce de Shawn Spears contre Dustin Rhodes. J'ai même pas fait mes pronostics, suis-je bête. Alors, moi, mes pronostics personnels, ce serait vraiment les best friends, tout simplement parce que les best friends sont toujours présents depuis cette période de confinement. Dans les shows assez réguliers, ils font des bonnes performances. Chuck Taylor qui est vraiment plus mis en avant, je trouve, ces dernières semaines. Donc je mise personnellement sur les best friends qui pourra vraiment affronter du coup j'imagine Kenny Omega et Eggman Page, qui je le rappelle sont les champions par équipe, hein, pour fournir un match qui sera très très bon. J'en suis sûr, hein, ce sera un très très bon match. Et voilà, je privé de partie, malheureusement ça fait, je pense, trop longtemps qu'on les a pas vus dans des shows Dynamite, même si on les a vus dans les Being Elite, des choses comme ça. Malheureusement pour moi, ils sont oubliés quoi, donc je les vois pas remporter ce match. Le deuxième match du coup, c'est Shawn Spears contre Dustin Rhodes. Je pense, alors là, je vous avoue que j'hésite beaucoup pour ce match parce que déjà c'est pas un match forcément avec beaucoup d'enjeux, mais je pense clairement qu'on va avoir une victoire de Shawn Spears. Peut-être même qu'il va essayer d'attaquer Dustin Rhodes après le match pour continuer cette sorte de pseudo-rivalité, parce qu'il n'y a pas vraiment de rivalité, entre Shawn Spears et du coup Cody. Shawn Spears qui, je vous rappelle, cette dernière semaine, en profite à chaque fois pour dire que Cody est un mec égoïste, qu'il aide pas ses potes. Donc du coup, j'imagine qu'on va en profiter de ce match pour encore une fois prouver que Cody est un sale égoïste. Voilà, j'avoue, dans cette pseudo-réalité, du coup, je suis plutôt du côté de Shawn Spears. Hein. Je suis plutôt d'accord avec Shawn Spears. Cody, voilà, il aide pas trop, il aide pas trop sa famille. Par contre, il partage sa femme. Ça pose pas de problème. L'autre match du coup qui est annoncé également, c'est Dr. Britt Baker qui va affronter Chris Statlander.
Je pense que ça sera une victoire de Britt Baker, sans trop m'avancer, hein. Une victoire de Britt Baker qui renforce encore une fois le fait qu'elle soit désormais, j'imagine, je pense en tout cas, la top heel, la grosse méchante du côté de la division féminine de la AEW. Voilà. On va avoir également un match simple entre MJF, toujours accompagné de Wardlow, et Jungle Boy, qui sera, j'imagine, lui, accompagné de Luchasaurus et de Marco Stunt. Voilà, pas grand chose à dire de plus sur ce match. Je pense que ça va être une victoire de MJF. Je pense par contre que ça va être un très bon match. Ça pour le coup, j'ai vraiment hâte de le voir. Quel match n'est pas revu encore? Il y a également du coup le Casino Ladder Match. Darby Allin, Colt Cabana, Orange Cassidy, Rey Fenix, Scorpio Sky, Kip Sabian, Frankie Kazarian, Luchasaurus et un adversaire mystère, hein, quelqu'un dont on ne connaît pas l'identité. D'ailleurs, je vous invite vous à dire en commentaire ce que vous pensez qui sera du coup, le dernier compétiteur de ce match-là. Personnellement, moi je pense que ce sera Brian Cage. Voilà, Brian Cage qui a déjà fait, qui était l'ancien champion d'Impact, qui a été blessé en début d'année, qui n'est pas revenu du côté d'Impact, tout simplement parce que son contrat s'est terminé. Et je pense du coup que ça va être pour lui le bon moment de commencer officiellement du côté de la AEW. Il y a déjà des rumeurs qui parlent de gens comme Drew Gulak ou même des récents renvoyés du côté de WWE. Je rappelle que pour la plupart que d'ailleurs pour tous les gens qui ont été renvoyés il y a maintenant un mois presque, la clause de non-compétitivité de 90 jours est toujours d'actualité. Il leur reste encore 60 jours, donc encore 2 mois, où ils peuvent pas du coup apparaître à la télévision pour d'autres promotions majeures, dont AEW du coup. Et voilà, Drew Gulak par contre lui n'est pas soumis au même traitement, parce qu'il n'a pas été renvoyé, je le rappelle, c'est une fin de contrat. Donc il est tout simplement libre, donc il peut éventuellement apparaître. Mais je pense clairement pas que ce sera lui. Déjà je vous avoue que je vois pas trop Drew Gulak du côté de la WWE, étonnamment, peut-être que vous le voyez bien, mais moi alors pas du tout. Ou alors vraiment dans un autre contexte avec vraiment un programme travaillé autour du catch technique, des choses comme ça. Mais je le vois pas venir dans un casino ladder match. Pour moi ça n'a vraiment aucun sens. Alors que Brian Cage, bon déjà ça fait plusieurs mois maintenant que les rumeurs disent qu'il va devenir, qu'il va arriver tout simplement à la AEW. Et du coup je pense que c'est le bon moment, tout simplement, voilà. Je pense que c'est exactement le bon moment. Pour le vainqueur, qui du coup sera le nouveau challenger qui va remporter du coup ce jeton, voilà, ce jeton de casino, qui va devenir du coup le nouveau challenger numéro 1 au titre champion du monde. Alors là, je vous avoue que je ne m'étais même pas posé la question, qui est-ce qui pourrait devenir le nouveau challenger numéro 1 ? Je vous avoue, j'ai aucune idée. J'ai clairement aucune idée de qui pourrait gagner ce match. La seule chose qui pour moi serait entre gros guillemets logique, ce serait Darby Allin, vu le traitement qu'il a eu ces derniers mois du côté de AEW. Je pense que ça va être lui qui va remporter le match. Et d'ailleurs, je reviendrai sur ce point-là quand je parlerai du main event, qui pour moi me conforterait dans l'idée que Darby Allin remportera ce match. Nyla Rose qui défend son titre féminin contre Hikaru Shida dans un match qui sera un match sans disqualification. Donc on s'attend à voir des kendo sticks bien sûr, des tables éventuellement, pourquoi pas. Et je bise quand même sur Nyla Rose qui conserve son titre. Ça fait pas si longtemps que ça qu'elle est championne, ça fait pas non plus tellement longtemps qu'elle peut prouver qu'elle est l'un des éléments les plus forts en tout cas de la division féminine. Clairement, elle me semble pas qu'elle a eu de défense de titre depuis qu'elle a gagné le match contre Rio maintenant. Elle a pas défendu son titre, il me semble. Peut-être que je me trompe, dites-le en commentaire. Mais du coup, voilà, je pense pas qu'on va avoir un changement de titre durant ce match. On a un match que j'attends assez beaucoup, ça se dit pas du tout, mais je l'attends quand même pas mal. C'est l'Elite qui va affronter le Inner Circle dans une stipulation plutôt originale. C'est le Stadium Stampede match. Donc voilà, ils vont être dans ce magnifique stade de football américain. Peut-être qu'il va être aménagé pour rajouter des parcours, pourquoi pas, comme dans Koh-Lanta. Mais c'est un match dans un stade vide.
C'est original. On aurait pu avoir WrestleMania, pourquoi pas dans un stade vide. Mais pour le coup, on va avoir l'Elite contre le Inner Circle. Donc du coup, pour rappeler ce qu'il va y avoir, c'est l'Elite Adam Page, Kenny Omega et les Young Bucks, qui accompagnés de Matt Hardy, pardon, j'ai oublié le bougre, contre l'Inner Circle, Chris Jericho, Sammy Guevara, Jake Hager, Ortiz et Santana, bien sûr. Voilà, personnellement, je pense que c'est l'Elite qui vont remporter cet affrontement pour enfin dire voilà, que Inner Circle doit fermer sa gueule, et je pense que ça va être le cas. Un autre match, juste avant de passer au match main event, c'est le match pour déterminer le premier champion TNT, le premier champion télévision, hein, si vous voulez, vous chez vous. C'est Cody, bien sûr, le dieu de la W, qui affronte Lance Archer, qui sera accompagné de Jake Roberts, bien sûr, toujours. Originalité, bien sûr, c'est Mike Tyson qui va présenter ce titre AW Dynamite TNT. Voilà, je me perds dans les appellations qui sont beaucoup trop longues. Du coup, Cody contre Lance Archer. J'ai déjà fait, il me semble, mes pronostics hein, quand on a eu cette finale. Je le fais très rapidement dans le podcast. Mais je vous avoue que c'est assez difficile à pronostiquer ce genre de finale de tournoi, parce que les deux ont besoin, on va dire, les deux ont besoin d'une victoire. Cody a perdu cette rivalité contre MJF, il a perdu d'ailleurs aussi la chance de devenir un jour champion du monde de la AEW, avec cette confrontation contre Chris Jericho en novembre dernier. Lance Archer, il vient d'arriver, il est totalement dominant, il détruit à peu près tout le monde sur son passage. Donc les deux ont clairement besoin de gagner. Je sais pas si Cody va peut-être mettre son ego de côté pour dire bon bah je vais perdre 3 rivalités de suite pour mettre en avant des mecs. Mais Lance Archer serait certes un bon choix de vainqueur. Mais quand on parle à des fins, on va dire économiques, bien sûr, Cody serait un meilleur champion. Parce que bien sûr, il est plus habitué au plateau télé, à utiliser un micro, à faire la promotion, des choses comme ça. Alors que Lance Archer, c'est clairement pas forcément un mec qu'on invite sur le plateau télé. Et qui est aussi très très bon au micro, même s'il se débrouille très très bien. Et que c'est un catcheur très très expérimenté, pardon. Pour rappel, Lance Archer, c'est quand même un mec qui a pratiquement 20 ans de carrière derrière lui, donc c'est pas non plus à négliger. Voilà, donc moi personnellement, je mise sur Cody vainqueur, qui remporte, voilà, à défaut de remporter le titre champion du monde, et il remporte le titre TNT. Voilà, je pense que c'est un bon choix de vainqueur. Et du coup, le main event qui est pour le titre, lui, de champion du monde de l'AEW, le titre le plus prestigieux actuellement, j'imagine. C'est Jon Moxley, le champion, qui affronte Brody Lee, Monsieur Brody Lee même. Voilà, un affrontement qui va être sans doute très très cool. Je pense quand même que Jon Moxley va conserver sa ceinture, à moins qu'il y ait une énorme surprise d'un coup. Mais je suis quasiment sûr que Jon Moxley remporte la victoire et du coup conserve son titre AEW champion du monde. Et d'ailleurs, je l'ai dit juste avant, je vais revenir sur le point du Casino Ladder Match qui va déterminer le prochain challenger pour ce titre là. Du coup, si Jon Moxley remporte ce match, cette confrontation, je pense que derrière il va enchaîner avec un programme contre Darby Allin, ou en tout cas un gros match contre Darby Allin. Et ça, ce serait très très cool parce que c'est deux catcheurs qui aiment un petit peu être extrêmes. Voilà, ils sont toujours un petit peu dans le catch hardcore. Et je pense que voilà, mettre un match autour de Darby Allin et Jon Moxley pour le titre de champion du monde poids lourd un petit peu en mode extrême, ça peut être très très cool. Et surtout ça va aider les deux catcheurs qui sont clairement faits pour ça. Et surtout c'est une affiche que j'ai vraiment envie de voir, donc j'ai hâte de voir ça. Voilà, on se quitte ici sur cette vidéo assez courte, encore une fois, comme je l'ai fait la semaine dernière, ou en début de semaine, ça dépend quand vous regardez cette vidéo, quand vous avez regardé la dernière. On est du coup juste avant Double or Nothing, qui est un pay-per-view que j'attends énormément. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé des shows de cette semaine, donc d'Impact, de WWE NXT et de AEW Dynamite. Quant à moi, je vais sans doute aller me mater les Dark Side of the Ring. Voilà, des documentaires qui m'intéressent vraiment beaucoup. Et on se donne rendez-vous très rapidement. Comme je l'ai déjà dit d'ailleurs dans la dernière vidéo, je fais une petite aparté très rapidement, mais la vidéo dont on a parlé, la grosse vidéo qui est sans doute la vidéo la plus ambitieuse de la chaîne, est en cours de montage. Voilà, on est en train de préparer ça pour vous sortir ça sous les meilleurs auspices, comme on dit. On le dit pas, mais dans les plus brefs délais, comme dit Megan. Voilà, on prépare ça pour
pour que ça vous donne envie, et j'espère que vous serez nombreux et nombreuses à regarder, à écouter cette vidéo, à prendre du plaisir déjà à regarder cette vidéo, et à partager, et pourquoi pas même à vous inscrire. On se laisse ici, bisous.